Bonjour à tous, bienvenue à notre première masterclass de l'année 2024. On déjeune ensemble. Donc, on continue à parler de la marque employeur cette année. Aujourd'hui, un sujet intéressant sur l'industrie au féminin, c'est quand la diversité et l'inclusion entrent dans l'équation. Donc, pour cette première masterclass, je vais être accompagnée de Karima Bercé, qui est conseillère RH sur la CCI Littoral Hauts-de-France. Moi-même, je m'occupe de la ligne métier ressources humaines au niveau de la Chambre de commerce et nous avons des invités qui viendront échanger sur le sujet. Nous avons Perrine et Maxime de Cayman qui seront avec nous et qui nous parleront de cette thématique. Tout au long de la masterclass, vous pouvez nous poser vos questions sur le chat. Vraiment, n'hésitez pas. On est là pour répondre à toutes vos interrogations. On veut que ce soit une masterclass vivante. Donc, pour démarrer, Karima, on va donc échanger tous ensemble sur la diversité, l'inclusion dans l'entreprise. Au niveau de la diversité, on a une nouvelle terminologie, la DEI, diversité, équité, inclusion, qui est de plus en plus utilisée au sein des entreprises. On est d'accord qu'aujourd'hui, c'est devenu un élément crucial de transformation au niveau du lieu de travail et dans notre société. De nombreux employeurs adoptent aujourd'hui la DEI et ont apporté des modifications à leur processus de recrutement et d'embauche. Une diversité, là vous avez une petite définition, mais on sait bien qu'une bonne diversité, c'est la prise en compte des différences de chacun et que cette prise en compte des différences permet d'atteindre une meilleure performance globale. Si on doit, Karima, rapidement donner une définition de cette diversité, tu en dirais quoi? En fait, la diversité au travail, c'est un peu c'est finalement la variété des profils humains qui peuvent effectivement composer le collectif de travail. Donc, on a des jeunes, des moins jeunes, des hommes, des femmes, des travailleurs handicapés, des personnes qui ont des comportements sexuels différents. Enfin, c'est tous ces profils-là qui vont donner une richesse dans l'entreprise finalement. Et elles vont pouvoir travailler ensemble et évoluer ensemble au sein de l'entreprise. Et quand on parle de bonnes stratégies de diversité, on est d'accord que c'est d'offrir les bonnes conditions de travail pour que chaque collaborateur ait des chances d'évoluer de la même façon, de façon égale, mais aussi de permettre à l'entreprise d'atteindre une performance meilleure. On est d'accord ? Oui, en additionnant les performances individuelles qui sont nées des différences de chacun, on crée effectivement plus de performances au global. D'accord. Alors aujourd'hui, dans cette masterclass, on va voir que la diversité en entreprise, elle est importante, mais elle est importante si dans l'équation, on a aussi l'équité, hein, bien sûr, et l'inclusion. Alors, pourquoi cette diversité en entreprise est un enjeu si important ? En fait, c'est la meilleure façon pour que chacun se sente à sa place et reste motivé dans l'entreprise, puisque chacun est différent, mais chacun trouve sa place malgré, si je puis dire, ou avec sa différence. Et d'ailleurs, on va les valoriser, ces différences, parce que une entreprise composée de personnes différentes, ça va être autant de personnes qui vont être mieux impliquées, qui vont avoir un sentiment d'appartenance plus important, et finalement, au bout du bout, on a bien une cohérence à l'interne. Et on est d'accord que si on considère que ces collaborateurs sont traités de la même façon, sans prendre en compte leurs origines, leur genre, etc., on a quand même une meilleure productivité au sein de l'entreprise. Et puis chacun va se sentir
plus serein, mieux intégré selon, dans ce collectif global, quoi, finalement. Et après, enfin, ce qu'on peut rajouter, c'est que on a des composantes individuelles qui vont être le reflet d'une bonne diversité, et du coup, finalement, on va prendre en compte les différences de chacun au profit d'une performance globale. Et on peut dire aussi qu'une entreprise qui utilise, qui pratique l'équité au travail, bah, ça permet aussi de réduire tous les risques juridiques liés à la discrimination, hein, parce qu'il faut pas. C'est des obligations à ce niveau-là, oui. Et au niveau de l'image de l'entreprise. Ah bah là, on est directement en lien avec le sujet de notre masterclass, qui est de renforcer sa marque employeur. Hein. Une entreprise qui est inclusive et qui va afficher des valeurs de diversité, bah forcément, elle va être plus attractive sur un marché du travail. Nos intervenants nous confirmeront qu'il est déjà tendu. Et du coup, c'est un facteur de valorisation de l'entreprise sur l'ensemble des supports. Donc, parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que les publics en recherche d'emploi sont eux aussi sensibles à cette prise en compte de la diversité en entreprise. Donc, j'allais dire, la boucle est bouclée à ce niveau-là. Et puis même au niveau des clients, on peut dire que plus on a une diversité dans l'entreprise, plus le client va se reconnaître dans les valeurs que l'entreprise partage. Et ça permet, je pense, une meilleure compréhension des besoins clientèle. Oui, parce que la clientèle, elle aussi, est diversifiée. Donc, c'est cohérent. On est bien en cohérence là-dessus. Et à proprement dit, au niveau des salariés, ça change quoi concrètement pour l'entreprise? Il y a des retombées. Bah, déjà, le turnover va être réduit. Donc, les personnes se sentant mieux dans l'entreprise, elles vont moins avoir tendance à vouloir quitter l'entreprise. Et recruter uniquement sur des talents, donc sans tenir compte donc des compétences bien sûr et des talents, sans tenir compte effectivement des, j'allais dire, différences, eh bien c'est comme ça qu'on va avoir un personnel qualifié puisqu'on est uniquement sur des compétences, et du coup c'est plus facile aussi en termes de gestion de carrière et de prise en compte de la diversité culturelle qui va encore une fois apporter beaucoup à l'entreprise sur ce champ-là, quoi. Donc on peut dire, pour résumer, hein, que cette diversité va permettre une ambiance plus détendue au sein de l'entreprise et limiter sûrement de nombreux conflits. Oui, je crois, oui. Alors, là, on vous a dit pourquoi la diversité est importante, mais quelle est la bonne raison de... Ben, on est quand même sur les femmes en entreprise. Les bonnes raisons pour recruter une femme dans une entreprise? Déjà, la première chose, c'est que on va d'emblée améliorer les conditions de travail. Pourquoi? Parce que donc déjà, un dirigeant qui accueille une femme dans son entreprise, si c'était pas prévu, va devoir prévoir des locaux sociaux spécifiques. Et ce dirigeant-là, il va avoir tendance également à mettre en place des actions destinées à réduire la pénibilité du travail pour les femmes, mais tout le monde va y gagner, hommes comme femmes. Donc, c'est plutôt bénéfique pour l'entreprise et l'ensemble des salariés, quels qu'ils soient, quoi. Oui, l'ANACT a observé d'ailleurs que la féminisation des métiers réduit l'absentéisme au sein de l'entreprise, mais réduit également le nombre d'accidents de travail et de turnover. Ça a été publié. On a aussi des cabinets qui indiquent qu'une rentabilité peut être augmentée jusqu'à 28% lorsque le conseil d'administration est diversifié. Oui. Pour les plus grandes entreprises, effectivement, oui. Et que des femmes au conseil d'administration permet aussi d'attirer des talents, de meilleurs talents, et aussi d'améliorer la compréhension de la clientèle. Ça, c'est une étude. Bon, c'est pour les plus grosses entreprises, bien sûr. Hein, nous, on est plus sur des petites. Tu as d'autres choses à nous ajouter sur le sujet de recruter des femmes? Oui, enfin, en fait, on sait aussi que la mixité
va avoir un effet positif sur l'intelligence collective. On dit toujours qu'il y a plus d'idées dans plusieurs têtes que dans une, et il y a plus d'idées quand on a une mixité homme-femme, ce qui va forcément peut-être permettre de faire émerger de nouvelles méthodes de travail, un effet en tout cas dynamisant et une diversification des opinions qui vont être favorables à la performance de l'entreprise. Alors, on dit souvent que les entreprises qui sont connues pour avoir une culture de diversité, elles sont plus de facilité à trouver des candidats et surtout à les conserver. Pour toi, ça contribue à quoi cette culture un peu inclusive? Oui, parce que les personnes qui vont être recrutées, donc dans ce contexte-là, vont avoir tendance à rester dans l'entreprise parce que justement il y a ce phénomène d'inclusion. Donc les personnes se sentent bien parce que l'inclusion fait partie des valeurs de l'entreprise, et la mixité également. C'est pas un effet un effet de mode. C'est vraiment, ça fait partie de l'ADN de l'entreprise. Et du coup, tout va être mis en œuvre dans l'entreprise pour que chacun puisse trouver son équilibre. Et ça réduit de facto, effectivement, le turnover, quoi. Et ça augmente la fidélisation. Donc, on peut dire que recruter des femmes dans l'entreprise, ça va permettre déjà d'équilibrer les compétences, les valeurs, les idées, de se représenter plus face à la clientèle. Et également, on peut dire que c'est un facteur de performance, parce qu'on a plus de talent, on a une créativité différente, on a des idées, des façons de faire différentes. Oui, je crois que c'est une vraie richesse pour l'entreprise. Et encore une fois, il faut bien s'imaginer que le collectif de l'entreprise va être en concordance avec le collectif de la clientèle, qui est composé lui aussi, ce collectif de profils tout à fait variés, et eux aussi plutôt sur des tendances de mixité. Donc on est en phase, quoi, en fait. N'hésitez pas à réagir dans le chat par rapport à ce qui est dit, et puis aussi si vous avez des beaux exemples à nous indiquer. Alors, c'est bien de recruter des femmes dans l'entreprise, mais pour les petites structures, les plus petites structures, quelles pourraient être les bonnes pratiques pour que, une fois recrutées, elles se sentent vraiment incluses dans l'entreprise? C'est tout le débat sur la fidélisation, hein. Comme on doit fidéliser, l'entreprise doit vraiment mettre en œuvre des actions pour fidéliser l'ensemble de ses collaborateurs. Et donc, encore une fois, nos deux témoins vont pouvoir apporter leur expérience sur ce sujet-là. Mais donc voilà, la fidélisation, c'est quelque chose de crucial aujourd'hui dans un marché du travail en tension. Et donc, nous, en tant que conseil aux entreprises, ce qu'on fait avec l'entreprise, c'est déjà de recenser tout ce qu'elle fait. Et beaucoup d'entreprises font beaucoup de choses, hein, y compris des petites, pour justement favoriser cette inclusion et faire en sorte que chacun se sente bien dans l'entreprise. Bon, quand on parle de femmes, on parle aussi souvent de charge mentale. Ouais. On sait que les femmes gèrent beaucoup de choses. Il y a des pratiques par rapport à ça pour les aider au quotidien dans leur partie professionnelle? Il y a déjà, prendre en compte effectivement cette charge mentale, c'est dans la limite du possible, évidemment, hein, et sans évidemment, désorganiser complètement le fonctionnement de l'entreprise, mais tenir compte des rendez-vous médicaux des parents, hein. On décide pas toujours de à quelle heure peut avoir un rendez-vous de médecin. Essayer de comprendre également lorsque les enfants ont des activités, des rendez-vous scolaires, tout ce qui est réunions parents-profs, etc. Ce sont des choses très concrètes que dont l'employeur peut tenir compte pour essayer, de faire en sorte que les femmes puissent
avoir du temps pour ces activités-là, bon, qui ne sont sur lesquelles elles peuvent pas beaucoup jouer et avoir un prisme. Donc l'idée, c'est voilà d'être à l'écoute des besoins de ce type-là et d'essayer donc de faire en sorte que les femmes puissent gérer cette partie, cette deuxième partie de leur journée de travail, quoi. D'accord. Bon, on sait que c'est important de créer un environnement où les salariés se sentent bien et les femmes se sentent bien également. On parle depuis plusieurs années, hein, bien entendu, à travail égal, salaire égal. Mais il y a, je suppose, d'autres choses qui sont importantes dans cette parité. Oui, il y a aussi le fait, donc effectivement, l'aspect d'équité en termes de rémunération, c'est un préalable. Enfin, on n'en a pas parlé, mais il va de soi que à travail égal, salaire égal, c'est-à-dire qu'une femme, si on veut déjà qu'elle reste, il faut au moins le payer autant qu'on paye les hommes. Ça, c'est une chose. Mais il faut aussi donc créer un environnement professionnel où les femmes se sentent bien, c'est-à-dire qu'elles puissent s'exprimer, qu'on les invite même à s'exprimer, pardon, sans qu'elles se sentent justement en marge. Donc il faut vraiment les inciter à s'exprimer et à proposer leurs idées. C'est quelque chose qui me paraît important aussi, parce qu'elles peuvent ne pas oser. Alors, pareil, se pose la question du sentiment de sécurité des femmes. Beaucoup de dirigeants disent faut bien entendu qu'une femme, les règles soient fixées et que une personne soit pas se pose pas la question si elle peut venir travailler en jupe, en sweat ou autre chose. Je pense que c'est aussi important. Mais moi, alors là, je vois, hein, Mathilde nous dit tenir compte des contraintes pour les hommes et pour les femmes. Moi, je pense qu'il faut pas non plus surprotéger le public féminin. Et je sais pas ce que tu en penses, Karima. C'est-à-dire qu'il ne faut pas les surprotéger en se disant on va pas comment dire, on va pas les mettre en face dans des situations un petit peu complexes. C'est-à-dire que d'emblée, on pense qu'elles ne sont pas capables de les gérer. Il faut les inciter comment dire, à accepter des promotions internes, évidemment en les accompagnant, mais c'est pas parce qu'elles sont des femmes qu'on se dit on va pas les exposer et prendre le risque qu'elles ne se sentent pas bien dans un poste où pourtant c'est une évolution pour elles et où elles pourraient s'épanouir. Il faut juste penser à les accompagner et à pas les mettre de façon un peu brutale dans un nouvel environnement où elles seraient un petit peu déstabilisées, quoi. Mais je crois qu'il faut leur faire confiance et faire en sorte qu'elles se donnent confiance elles-mêmes. Alors moi, j'ai lu hein, une DRH qui a mis une phrase et j'avais envie de vous la dire. Certains hommes ont pour travers de considérer les femmes comme des personnes fragiles qu'il ne faut pas brusquer. Attention, ça part d'un bon sentiment, mais ce type d'attitude peut conduire certains managers à ne pas proposer à leurs collaboratrices une promotion. Je pense qu'il faut savoir faire la part des choses entre adapter un poste de travail et partir dans des clichés quand on parle de conditions de vie au travail, d'amélioration de conditions de vie au travail. Là, on en parle, le sujet, c'est les femmes. Mais bien entendu, quand on y travaille, on travaille également pour que le monsieur qui est sur le même poste de travail travaille dans de meilleures conditions également. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est un collectif. On ne peut pas considérer aussi que dans certains métiers, dans l'industrie par exemple, on va prendre sur une ligne de production, certaines femmes vont peut-être pas oser se positionner sur des évolutions professionnelles. Oui, c'est effectivement. Oui, parce qu'elles vont avoir peur de mettre à la hauteur. Mais c'est aux managers comment dire, de leur proposer et de les rassurer à ce niveau-là en les entourant, en les accompagnant dans la prise en main de leur nouvelle mission. Il ne faut pas qu'elles se restreignent et il ne faut pas penser que parce qu'elles sont des femmes, on ne va pas les exposer à un climat un peu plus chahuté, quoi. Je pense qu'elles peuvent. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que
les clients et l'environnement étant lui aussi plus diversifié, c'est bien aussi que les femmes puissent se positionner pour être en conformité aussi avec une clientèle qui elle aussi est diversifiée. On a tous rencontré un dirigeant d'entreprise qui souhaitait recruter une femme, plus de 35 ans, parce que comme ça, on est sûr qu'elle nous fera plus de bébés. On a tous déjà entendu ce discours-là. Je pense que au-delà de ça, il faut arrêter le cliché de se dire que la maternité est un risque d'évolution. On a des femmes qui ont refusé des promotions parce qu'elles se disaient oui, mais d'ici 2-3 ans, j'aimerais bien faire un bébé. Mais dans 2-3 ans, il y a quand même une marge et je pense qu'il est important en tant que chef d'entreprise, à n'importe quel poste, homme, femme, de montrer que pour l'entreprise, c'est pas un blocage de se dire qu'un jour on aura des enfants. Oui, bien sûr. Alors, Mathilde a dit quelque chose. Voilà, les contraintes familiales sont souvent acceptées pour les femmes, mais pas pour les hommes. Cela, c'est de l'inégalité. Je suis totalement d'accord avec vous. Ce qu'il faut se dire, c'est plutôt que ça ouvre le champ des possibles pour l'ensemble des salariés dans l'amélioration des conditions de travail pour tous, hein, hommes et femmes, bien entendu. Alors, merci beaucoup Karima pour ces échanges. Alors, on a la chance aujourd'hui de recevoir Kéman, Perrine et Maxime. Tout d'abord, est-ce qu'il est possible que vous me présentiez votre entreprise? Avec plaisir. Vous remarquerez qu'on est en parité totale. Voilà, parfait. Donc oui, on va vous présenter très rapidement l'entreprise, parce que le sujet c'est qu'on vienne rebondir sur ce que vous avez dit. Eh bien, Perrine, je te laisse dire qui nous sommes. Ah oui, donc nous, en fait, on est un cabinet de recrutement, donc par approche directe. En fait, on fait du conseil, de la chasse et de l'évaluation de dirigeants, d'administrateurs, de managers ou d'experts. Avec un positionnement donc qu'on qualifie, on va dire executive search, globalement voilà, des cadres supérieurs ou dirigeants. Voilà, au total, on est 50 Kimaniens répartis sur le territoire français, donc entre des métiers de consultants et des métiers de chargés de recrutement. On est présent à Lille, à Paris, à Nantes et à Lyon. Et je dirais ce qui fait la spécificité de notre cabinet, c'est qu'on met un accent particulier sur les cycles de vie des entreprises qu'on accompagne. C'est pas la même chose d'accompagner une entreprise en fonction de son secteur, de la nature de son actionnariat, et la nature de ses métiers et de son cycle de vie. Et puis on met un focus particulier, on aura l'occasion d'en reparler par la suite, sur l'évaluation des savoir-être des candidats et de leur moteur intrinsèque, parce qu'on est convaincu que c'est ça qui sera source de création de valeur durable pour nos clients et pour nos candidats. Voilà. Oui, c'est-à-dire que nous, on regarde effectivement les compétences, c'est la moindre des choses, mais j'allais dire les moteurs et ce qui fait que les candidats et les candidates restent dans les entreprises, en changent, forcément correspondent à leur moteur profond et ce dont vous parliez tout à l'heure, donc on aura l'occasion de revenir. Pour finir sur Kimman, on a des expertises sectorielles et métiers. Je tiens à préciser qu'on recrute nos collaborateurs principalement dans le monde, j'allais dire, des entreprises et très peu dans les cabinets, puisque l'avantage de cela, c'est que nos collaborateurs parlent la langue des candidats et des clients et proviennent de ces environnements-là. Donc c'est en général plus fluide. Et c'est le cas de Perrine et de beaucoup d'autres. On vient tous d'abord d'une expérience en entreprise. Donc on a des expertises assez reconnues, enfin assez classiques, principalement industrielles, retail, finance, digital et un certain nombre d'autres secteurs. Et je tiens à préciser aussi, on est relativement fiers de ça, donc autant le dire, que on est reconnu par les candidats et les candidates dans notre manière d'approcher, de leur faire vivre une expérience candidat qui soit à la fois respectueuse, bienveillante, exigeante et
C'est-à-dire que nous, on a envie que les candidats sortent de nos shortlists et de l'expérience avec un conseil sur leur parcours. Donc, on conseille nos clients, mais on conseille aussi beaucoup nos candidats. Et on est reconnu par les Échos dans les principaux grands cabinets d'executive search en France. D'accord. Alors, aujourd'hui, on est face quand même à un marché tendu. Si vous pouvez me dire un peu comment se passe vos recrutements et si vous arrivez encore à offrir aux entreprises des candidats diversifiés. Oui, alors dans l'absolu, cette année, on observe un ralentissement dans la dynamique des recrutements. Alors, il faut dire qu'on a eu aussi 2 années qui étaient absolument exceptionnelles sur le volume de recrutement des cadres. Mais aujourd'hui, le volume d'offres d'emploi des cadres est en recul de 12% par rapport à 2022. Et ça s'accélère au 4e trimestre puisqu'on est en recul de 19% par rapport à l'année précédente. Néanmoins, le marché des cadres, ça reste un marché qui est ultra tendu. Et la preuve, c'est que 72% des entreprises pour lesquelles on recrute s'attendent à rencontrer des difficultés dans leur recrutement en 2024. Donc, c'est une vraie réalité, cette tension du marché candidat. Donc, nous, en fait, notre enjeu numéro 1, objectivement, on favorise la diversité et l'équité. Nous, on se rend compte, on a plus de 60% de femmes, donc on sait nous-mêmes que la parité amène de la performance. Pour autant, notre premier enjeu, c'est déjà d'essayer de répondre aux besoins de recrutement qui sont exprimés par nos clients et de répondre de la manière la plus adéquate sur les questions, certes, de compétences, mais surtout de valeurs, de personnalité, de moteur, puisque c'est bien ça qu'on met en face d'une culture d'entreprise et d'une nature d'entreprise, sachant que les exigences sont toujours plus fortes. Pourquoi? Parce que les entreprises connaissent des conjonctures de plus en plus challengeantes, avec des fréquences de plus en plus courtes. On l'a vu dans l'industrie, les industriels ont été très challengés par l'augmentation des énergies, des matières premières, par les enjeux de décarbonation, par un certain nombre d'éléments. Or, ce sont des entreprises qui ont des investissements qui forcément doivent être visualisés sur le long terme. Donc, toujours gérer cette équation un peu complexe. Et d'ailleurs, les entreprises, face à ces enjeux croissants, comme beaucoup, elles sont pragmatiques et elles font des concessions. C'est-à-dire que elles ont fait des vrais efforts pour recruter les bonnes personnes. Nous, on l'a vu, notamment sur le package salarial. Il y a un maintien, voire une inflation objective des packages salariaux dans les recrutements, y compris pour les femmes. Elles ont fait aussi des concessions, ces entreprises, sur les compétences, parce que obtenir 100% des compétences dans le cadre d'un recrutement, c'est pas toujours simple, et elles savent faire des concessions et quelque part hiérarchiser entre ce qu'on appelle le must-have et le nice-to-have. Donc elles commencent à être sensibilisées à ça, mais par, j'allais dire, la nécessité fait loi, donc elles sont tout à fait pragmatiques là-dessus, et plus ouvertes aussi sur la question de l'expérience. Après, je pense que les entreprises doivent faire au-delà de ces sujets, j'allais dire, très rationnels. Moi, j'invite toujours les entreprises à bien valoriser et se poser la question du sens de leur métier, de leur positionnement sur leur marché, parce que les candidats et a fortiori les candidates sont très en attente de la question du sens. Et je ne vous parle pas des générations X, Y, et encore moins des générations Z, qui, elles, sont focusées quasiment sur ce sujet du sens, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait et pourquoi on le fait. Et donc, dans ce contexte-là, pour nous, la diversité, on le considère au contraire comme un levier pour répondre à ces tensions du marché du recrutement. Et c'est vrai qu'en tant que cabinet de recrutement, on a une vue assez exhaustive du marché. Et donc, on joue vraiment aussi un rôle de prescripteur pour accompagner ces entreprises qui n'ont pas toutes le même niveau de maturité face à ces enjeux de diversité. La diversité, ça veut dire plein de choses, et vous l'avez dit en préambule. Ça signifie par exemple proposer aussi des profils seniors. Aujourd'hui, le taux d'emploi des seniors, c'est 36%.
Donc oui, le pool des profils seniors, c'est un vivier de compétences, c'est un vivier d'expertise, et on sent que les entreprises y sont de plus en plus ouvertes, notamment parce que ça permet aussi de répondre mieux à ces tensions de recrutement. Et j'allais dire qu'à 55 ans, grâce à l'effet des retraites, on a encore au moins 12-15 ans à travailler. Donc les seniors ont bien souvent réglé un certain nombre de sujets sur la question de leur ego et de leur ambition, et donc ont une vraie valeur ajoutée à apporter dans l'entreprise. Nous, on le constate tous les jours. Sur la féminisation des profils, puisque c'est le sujet aujourd'hui, on va la voir après. C'est une demande qui nous est régulièrement adressée par nos clients. Et là, je vais faire une petite différence. C'est-à-dire que c'est régulièrement adressé par nos clients grands comptes, moins par les entreprises plutôt PME et ETI, sauf à ce qu'il y ait une conviction personnelle très forte ou un enjeu très fort mis sur la diversité. Et ça, c'est aussi une question de pragmatisme, et on l'a dit avant. Maintenant, ce qui est certain, c'est que sur des métiers en tension, et sur des métiers plus traditionnellement masculins, notamment dans l'industrie, on peut manquer de profils féminins. Et d'autant plus que cela va se jouer aussi en amont, dans l'accès aux filières et dans l'accès aux filières scientifiques. Et bon, aujourd'hui, la part des femmes, la part de l'emploi des femmes dans l'industrie, l'emploi des femmes en général, c'est à peu près 50%. Dans l'industrie, on tombe vite en dessous de 30%. Mais après, l'industrie, c'est très variable et c'est très hétérogène. Il y a d'abord une grande variété d'activités. On constate objectivement que il y a plus de femmes, notamment dans les industries agroalimentaires, pharmaceutiques ou chimiques. Dans l'agroalimentaire, c'est 42% de femmes. Beaucoup moins dans l'aéronautique, l'automobile, ça c'est sûr. Et pour autant, ces dernières années, il y a eu des faits ou des leviers qui ont été favorables à l'emploi des femmes dans les industries, notamment la digitalisation, où les femmes sont très présentes en matière de compétences, puisque même l'industrie se digitalise, notamment la part l'augmentation des investissements en R&D. Et il se trouve, et je pense notamment à l'agroalimentaire, il se trouve que dans la recherche et le développement, il y a beaucoup de femmes. Nous, on a eu l'occasion de constituer l'ensemble des cadres supérieurs et dirigeants de services R&D de grandes entreprises, notamment de la région, et on a majoritairement recruté des femmes. Par contre, on a dû aller les chercher, pas que en France, hein, un peu en Europe et en Europe du Nord notamment, mais dans ces sujets de R&D, on recrute, nous, majoritairement des femmes. Et d'ailleurs, tous les grands dirigeants de grandes entreprises agro-industrielles dans la R&D sont souvent des dirigeantes. Donc ça, c'est plutôt un effet positif. Et dernier point, j'allais dire, ces éléments qui augmentent la féminisation, et Perrine l'a dit, il y a une vraie égalité homme-femme, voire parfois une supériorité dans certaines écoles, voire même d'écoles d'ingénieurs, notamment les grandes écoles d'ingénierie agro-industrielle. Et j'allais dire, ces nouveaux postes, la question de la pénibilité se pose moins, parce qu'il est clair que quand on est patronne d'une ligne de production, la pénibilité, même si on ne l'a pas directement, elle est beaucoup plus visible et impactante que quand on travaille dans un laboratoire ou un bureau. Ça peut paraître basique, mais c'est une réalité. D'accord. Après, dans la variété, il y a aussi la variété des métiers. Il est clair que dans les métiers très techniques et principalement, j'allais dire, dans le core business industriel, donc manufacturing, supply chain, là, la part des femmes tombe à 15%. Il y a beaucoup moins de femmes dans l'usine, hein, on va être très, très objectif là-dessus. Même si nous, comme on chasse plutôt et qu'on évalue des dirigeants et des dirigeantes, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de femmes qu'on arrive à recruter sur des postes de direction industrielle ou de direction d'usine, où d'ailleurs elles cumulent beaucoup d'avantages, puisqu'elles ont les avantages des hommes sur la capacité à exercer une autorité naturelle, plus les avantages des femmes à comprendre un certain nombre d'éléments subtils dans le management qui parfois, il faut bien le dire, échappent à certains hommes. Donc c'est plutôt au bénéfice des entreprises. Donc voilà, c'est pas encore une tendance forte, mais c'est un sursaut qu'on commence à observer.
D'accord, merci à vous. L'ouverture des offres auprès des femmes dans les métiers de l'industrie, c'est le sujet de notre masterclass. Concrètement, comment vous adressez cet enjeu au niveau des projets de recrutement et quels conseils vous donnez aux entreprises que vous accompagnez? Alors, nous, on est plutôt prescripteurs parce qu'on a des exemples très concrets sur, j'allais dire, l'avantage de la parité, ce que vous avez dit, Karima, hein, sur l'impact direct de la parité sur la performance et le bien-être en entreprise. Les deux ne sont pas incompatibles. Pour autant, on va être clair, c'est une demande que nos clients nous adressent peu sur comment, entre guillemets, mettre de la parité, de l'égalité dans les projets de recrutement. Quand on nous l'adresse, ça vient plutôt des grands comptes. Hein, ce que nous appelons les grands comptes, c'est les entreprises à partir de, on va dire, les grosses ETI entre 500 millions, 1 milliard et plus. Mais on a certaines entreprises qui sont plus volontaristes et certaines même, et je ne peux pas les citer, mais certains de nos clients, notamment j'ai en tête un grand industriel français, qui nous demande des shortlists exclusivement féminines, y compris sur des métiers très masculins. Je pense à des directions de systèmes d'information ou des directions industrielles. Alors, c'est pas toujours simple d'y répondre. D'ailleurs, elles sont assez ouvertes et pragmatiques quand on leur met parfois un homme dans les shortlists parce que il y a certains métiers où quand on ne veut recruter que des femmes, eh bien, on se ferme à plus de 50, voire 60, voire 70% du marché. Mais il y a des demandes très volontaires de certaines entreprises et c'est une obligation légale pour les grandes entreprises, notamment sur la question des administrateurs, puisque la loi Copé-Zimmermann l'oblige. Et là, clairement, on recrute des administrateurs et là, très clairement, la demande est même contractualisable puisqu'elle répond à une obligation légale. Après, dans notre métier, concrètement, nous, auprès des clients, on intervient à 3 niveaux. On intervient dans l'identification, la sélection de profils, on intervient dans l'évaluation des candidats et on a aussi une forte dimension conseil sur les profils candidats et les structures d'organisation. Si je reviens sur la partie identification-sélection, nous, notre métier, c'est l'approche directe. Donc, forcément, on approche une variété de profils et on diffuse également des annonces. Alors là, on fait effectivement en sorte qu'elles soient les plus inclusives possibles. On a sûrement encore des progrès à faire. Je vais rappeler quelques éléments. Ça passe évidemment par la dénomination homme-femme, faire en sorte de ne pas genrer l'annonce automatiquement par des pronoms masculins. Ça passe par une dénomination de poste qui soit neutre. Et puis après, ça passe aussi par les critères des postes, et ça c'est plus subtil. On sait en fait que ça c'est une stat qui est assez connue, que un homme va attendre d'avoir 60% des compétences d'un poste donné pour postuler, là une femme va attendre d'avoir 100% des critères, de cocher 100% des critères pour postuler à un poste. Je reviens à ce que disait un peu Karima tout à l'heure. Oui, tout à fait. Donc en fait, l'enjeu c'est aussi d'être attentif à ne faire figurer dans les annonces que les critères qui sont absolument essentiels et indispensables, pour ne pas décourager certains candidats de postuler. Et comme ça nous permet d'avoir une variété de profils plus importants. Et après, notre enjeu, c'est aussi de privilégier les compétences transverses. Et c'est là où notre rôle d'évaluateur devient crucial. Et pour rajouter un point sur les annonces, nous, on n'a pas envie d'avoir une description exhaustive, complète et, j'allais dire, rébarbative des critères de compétences. Ce qu'on a envie de vendre, parce qu'il s'agit d'un acte de vente, l'annonce, hein, il faut pas être ignorant là-dessus, c'est de vendre une histoire d'entreprise, de vendre un sens, de vendre des valeurs, de vendre un projet, d'attendre. On vend aussi des attentes de savoir-être sur un certain nombre de postes, et c'est bien souvent le moyen d'ouvrir naturellement l'inclusion par l'entreprise et le fait que les femmes, elles, se sentent avoir envie de répondre à un besoin de sens et de valeur. D'accord. Et je pense qu'en plus, ça rend les annonces plus attractives. Dans l'évaluation, l'évaluation, on a tous des biais, on a tous des croyances. Donc, nous, on est là pour objectiver ce qu'on appelle les soft skills. On est formé à ça. Hein. Et je pense que les codes, et c'est un avantage pour les femmes, les codes du leadership évoluent énormément. Là où on demandait exclusivement de la compétence et, j'allais dire, une forme de domination top-down, les critères du leadership intègrent maintenant très clairement, y compris dans la demande et des entreprises et la reformulation que nous leur faisons,
des critères de quotient émotionnel, de quotient d'agilité. Et on parlait de charge mentale tout à l'heure. C'est une réalité que beaucoup de femmes ont une charge mentale plus large parce qu'elles ont par ailleurs beaucoup de choses à gérer. Alors après, il faut pas tomber dans les poncifs parce que les hommes aussi, mais cette dimension de ce quotient émotionnel, ce quotient d'agilité est plutôt favorable aux femmes. Et d'ailleurs, on demande souvent dans les grandes qualités de leadership et de management des compétences de savoir-être qui ne sont pas le propre des hommes très clairement. Voilà. Et après, c'est à nous d'avoir un minimum de pédagogie vis-à-vis des clients. Et souvent, d'ailleurs, quand on reformule les questions et quand on creuse le questionnement, on arrive à des réponses qui favorisent cette parité. Ouais, et d'ailleurs, nous, on pense qu'on a un vrai rôle à jouer sur cette diversité, c'est-à-dire proposer à nos clients des profils qu'ils n'attendent pas forcément, des profils non normés. Et notre rôle, c'est vraiment de les conseiller en ce sens, parce qu'on est convaincus que la diversité, c'est un levier de performance et qu'on leur permettra par ce biais d'être plus performants et de mieux répondre à leurs enjeux de recrutement. Et le pendant de ça, pour accroître leur attractivité, vous l'avez dit, Karima, c'est effectivement leur donner aussi des benchmarks sur les pratiques des entreprises, sur la flexibilité du travail, sur la possibilité de faire du télétravail, ce qui va être absolument déterminant dans l'accès à certains postes de profil féminin. Super. Et vous avez des exemples d'entreprises dont le recrutement des femmes s'inscrit vraiment dans leur vision, dans leurs valeurs? Alors, citer des clients, c'est toujours compliqué, mais on vous a ramené une ou deux stats de manière très concrète. Nous, on a un tiers de femmes dans les candidatures dirigeants managers dans l'industrie. Et là, je vous parle de la grosse soixantaine de missions qu'on a effectué depuis 1 an sur ce sujet. D'ailleurs, on a eu 2 missions de direction générale en PME ou en ETI où dans chacune des shortlists, il y avait au moins une femme. Donc ça, j'allais dire, bon, nous, on est ravis de le faire et on sait pourquoi on le fait, mais ça veut dire que le marché candidat le permet. Hein. Nous, on ne crée pas des candidats, on va juste les chercher. Et après, on remarque un élargissement des fonctions, puisque là, je vous ai mis quelques exemples où, certes, les femmes sont plus présentes dans des métiers de sales, marketing, support, que ce soit RH, marketing, R&D, juridique, mais dans le core business industriel des opérations en usine et dans la supply chain, tous ces postes que vous voyez là ont fait l'objet de shortlist avec au moins une femme. Et d'ailleurs, bon, nous, très clairement, sur ces 62 missions, on a identifié un peu moins de 1800 femmes. On a eu 58 femmes qui ont été présentées en shortlist. Ça fait 31% des candidats présentés sur ce volume de 62 missions, puisque en général, dans une mission, on présente 2 à 4 candidats, jamais plus. Et sur les 62 missions, il y a un gros tiers des femmes qui ont été recrutées. Sur 62 missions, 22 femmes recrutées. Et je pense que, bon, nous, on est plutôt en conviction, en militantisme certainement pas, mais en conviction sur l'intérêt des femmes dans l'industrie. Mais pour autant, le marché et les clients et les candidats ont permis à ce que ces recrutements se fassent. Donc, la tendance est plutôt bonne. Merci à vous, en tout cas, d'être venu avec nous ce midi pour partager cette masterclass. On n'a pas eu de questions dans le chat, mais il est encore temps. Il nous reste 2 minutes. C'est évidemment clair, ça doit être pour ça. Voilà, c'est ça. En attendant que les questions arrivent, donc nous, Chambre de commerce, n'hésitez pas à nous contacter. On peut vous aider à travailler sur cette marque employeur et vous aider à trouver les profils qui pourraient être féminisés au sein de votre entreprise. Hein. C'est un accompagnement qui se fait de façon individuelle et vraiment à la carte selon vos besoins. Vous êtes félicité, Perrine, Maxime, sur votre intervention d'une grande qualité. Merci Mathilde, en tout cas. Pour ma part,
Je vais vous donner rendez-vous pour les prochaines masterclass. Donc, on reste sur toute l'année sur la thématique marque employeur, mais on va jongler entre la féminisation des métiers et un autre sujet dont vous nous avez parlé, c'est l'emploi des seniors, qui va être aussi une thématique forte du fait de l'allongement pour le départ en retraite. Donc, on se donne rendez-vous le 19 mars pour travailler sur l'emploi des seniors, une stratégie gagnante-gagnante. L'objectif, c'est vraiment de voir en quoi les seniors peuvent être au service de la stratégie de la marque employeur. On va avoir la chance de recevoir Wifa Bart, qui va nous expliquer aussi des méthodes pour pouvoir faire que ces seniors puissent transférer leur savoir. Et ensuite, je vous parle déjà de la date du 16 avril, où on repart sur l'industrie au féminin, au-delà des clichés. Et là, on aura la chance d'accueillir Welcome to the Jungle, qui viendra échanger avec nous sur ce sujet. Vous avez mes coordonnées qui sont affichées. Si vous avez un besoin, n'hésitez pas à nous contacter. Je tiens vraiment à vous remercier. Merci Karima d'avoir pris le temps. Merci Perrine. Merci Maxime d'avoir été présent avec nous ce midi. Et je vous souhaite à tous une très belle journée. Merci. Au revoir. Merci à tous. Alors, la présentation vous sera envoyée en replay tout de suite après et nous la mettons ensuite à disposition sur les réseaux sociaux, sur le site de la CCI Hauts-de-France. Merci à vous.